Salut Christopher, je suis ravi de te retrouver, de te trouver tout court d'ailleurs, dans cette interview du laboratoire du web qui, à deux doigts, a failli se faire en présentiel, en physique, parce que nous Ouais. sommes tous les deux situés autour de Nantes. Et bah voilà, on le fait en visio, on aura l'occasion peut-être de refaire une autre fois en réel. En tout cas, j'espère que tu es en pleine forme. Et ben moi, je pète le feu et du coup, merci à toi pour ton invitation, Fabien. Et puis j'ai hâte d'échanger avec toi et à mon avis, ça va être très très intéressant. Mais écoute, j'en suis persuadé parce que jusqu'ici, donc là au moment où on enregistre, il y a eu déjà un peu plus de 50 personnes qui y sont passées. Et à chaque fois, les gens ont l'air de s'amuser. En tout cas, moi, égoïstement, ça me fait plaisir de partager ce moment avec d'autres entrepreneurs et de découvrir un peu leur parcours. Ouais. Et justement, je vais commencer avec ma question qui va devenir assez classique chez ceux qui m'écoutent, mais c'est pas grave. J'aimerais bien découvrir le Christopher enfant. Quel type d'enfant Mmh. tu étais? Ah bah, tu vois, ça va te paraître bizarre, mais j'étais totalement à l'opposé, tu vois, du garçon un peu plus extraverti et comme je le suis aujourd'hui. J'étais un enfant qui était très calme, qui était très timide et qui était, vraiment très, très renfermé sur, lui-même. Au point où j'avais pas du tout, confiance en moi et j'avais besoin à chaque fois de valider, on va dire, mes actes par un adulte et si tu veux, en fait, j'ai essayé de trouver à chaque fois un modèle et j'avais du mal à trouver un modèle sur lequel me calquer pour justement avancer et puis, progresser. Voilà un petit peu, le moi enfant, on va dire, de manière de manière succincte. Ok, et du coup, ça se manifestait comment dans ta vie sociale d'enfant? Comment ça se passait avec tes potes? Quand tu étais dans un contexte où, voilà, où il n'y avait pas forcément les parents et tout ça? Ouais. Ah bah, c'était un peu différent. J'étais quand même assez timide, tu vois? J'allais pas nécessairement vers les autres, j'attendais que les autres venaient à moi et étrangement, en fait, je réussissais à me faire des amis avec des gens qui avaient, une personnalité qui était pas trop forte, mais qui était, on va dire, assez similaire à la mienne et du coup, ça se passait globalement plutôt bien. Par contre, voilà, j'avais pas beaucoup d'amis et comme on dit souvent, les amis se comptent sur les doigts de la main. Clairement, moi, c'était le cas et ce sont des amis, en fait, qui ont perduré et avec qui je suis toujours, en fait, en contact aujourd'hui, des amis d'enfance et je sais que dans mon entourage, très peu de personnes ont encore des amis d'enfance. Quand ils disent amis d'enfance, ça va être genre, des personnes qu'ils ont rencontrées, par exemple, au lycée ou au collège. Et moi, j'ai encore des amis avec lesquels, j'ai fait, en gros, mes premiers parcours en primaire. Donc ça, c'est plutôt agréable et voilà, enfin, moi, je conçois, en gros, l'amitié comme quelque chose d'ultra fondamental dans ma vie. Et ceci dit, c'est un peu comme en entrepreneuriat, il vaut mieux avoir moins de personnes, mais plus qualifiées, de meilleure Mmh. qualité, entre guillemets, si je peux faire le pont. Ouais. Mais voilà, de compter sur eux, enfin de savoir que la relation est saine et qu'elle est agréable. Mais chapeau, hein, Mmh. parce que pour avoir des amis encore primaires, alors après, il peut y avoir un contexte, moi qui ai beaucoup bougé, Mmh. je Ouais. sais que les amis de primaire, bah, j'en ai plus. Voilà, exactement comme tu l'as dit. Mes potes Ouais. d'enfance, moi, c'est mes potes que j'ai rencontrés au lycée, donc ça fait déjà plus que la moitié de ma vie, donc c'est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est déjà Mais pas mal. mais OK, ouais, non, sympa. Et tu te voyais comment du coup, le Christopher enfant, tu te voyais faire quoi plus grand? Alors c'est marrant, au tout départ, quand j'étais petit, quand je te parlais justement tout à l'heure que j'essayais de me trouver un modèle, en fait, je voyais à travers les médecins quelque chose de beau, et le fait de pouvoir, tu vois, accompagner, les autres, de pouvoir sauver des vies, tu vois, un petit peu c'est cette idée, là qui, restait dans ma tête, qui incubait dans ma tête et j'avais envie d'être médecin, du coup. Et au fur et à mesure, en évoluant, je me suis rendu compte que, j'avais un peu peur, tu vois, de la vue du sang, ou en tout cas de voir, l'intérieur d'un corps et parce que je me faisais une idée qu'un médecin, c'était un chirurgien. J'étais parti vraiment dans cette optique-là. Donc voilà, autant gamin, je voulais être médecin et petit à petit, bah, j'ai totalement bifurqué pour, finalement, m'orienter plus vers les chiffres et avec une volonté plutôt d'être, comptable. Donc totalement, à Rien à voir. l'opposé. Totalement à l'opposé et en faisant des études pour justement, on va dire devenir comptable, en tout cas, en allant dans un parcours plus administratif et dans le secteur tertiaire, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma voie et puis après je me suis orienté, après sur le web.
Ok. C'est marrant que du coup tu parles de médecin, parce que moi, avec mon branding, avec ma blouse et tout Ouais. ça, ouais, c'est pour ça en fait que tu as accepté C'est l'interview. exactement ça. C'était, tu vois, mon modèle que je cherchais, en fait. Alors que je suis pas du tout médecin. Mais c'est pas grave, c'est Ouais, non, la blouse, ça fait tout. c'est excellent, c'est excellent. Ok, donc du coup, ouais, tu avais ce rêve, rêve d'enfant d'être médecin et Ouais, qui finalement s'est dilué dans le temps pour partir dans les chiffres. Et ouais. tu as toujours eu plutôt une préférence pour le côté mathématique que le côté littéraire? Bah, en fait, pas du tout, si tu veux, quand j'étais petit, c'était le cas. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les mathématiques parce que, c'était logique pour moi. À l'inverse, quand j'étais gamin, j'avais, des difficultés, en fait, à aligner des phrases. Je faisais des phrases qui étaient tellement longues parce que j'avais tellement d'idées, mais j'arrivais pas à structurer mes idées sur papier. Ce qui fait que j'ai eu des cours d'orthophoniste. Donc aujourd'hui, c'est un peu marrant parce que c'est totalement l'opposé, tu vois? Aujourd'hui, j'aimerais pas du tout, faire un métier qui est lié nécessairement avec les mathématiques, mais du coup, qui est beaucoup plus lié à la littérature parce qu'aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est écrire et finalement, le moi d'enfant et le moi d'aujourd'hui, si tu les regardes en face à face, ils discuteraient entre eux et ils diraient: «Attends, il y a un problème, c'est pas du tout à ce à quoi j'aspirais». C'est c'est rigolo ça. Et du coup, on va faire le lien un petit peu après avec cette enfance et puis ce que tu fais aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux dire rapidement ce que toi tu fais aujourd'hui? Quel est ton métier en tant qu'entrepreneur? Ouais. Alors moi, je suis, coach LinkedIn, donc plus concrètement, moi, j'accompagne les indépendants et les micro-entrepreneurs, à développer, leur visibilité, leur activité, en fait, sur LinkedIn, mais grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Voilà, donc je les aide à monter en compétences en écriture persuasive, qui va les servir sur LinkedIn, mais aussi dans les autres aspects de leur activité. Ok. Et c'est vrai que tu as été assez précurseur dans notamment l'utilisation des carousels sur Ouais, LinkedIn. Tu as eu beaucoup de visibilité, je pense, aussi avec ça. mmh, Et tout à fait. c'est vrai que ton branding aussi ressort par rapport à ce qu'il y avait l'habitude de ce qu'on pouvait trouver sur LinkedIn. Ok. Donc, Mmh, tu accompagnes les gens finalement à bien utiliser LinkedIn pour se mettre en avant, notamment avec non pas que l'aspect technico-technique de ouais, comment utiliser LinkedIn, mais plutôt sur les aspects comment être persuasif, comment se faire remarquer par d'autres moyens. Ok. exactement. Et en plus, tu me disais donc que tu aimais bien écrire, Ouais, et il me semble que tu en as fait même un livre. ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce projet? Alors de manière résumée, puis après on Ouais, va avoir le temps, l'occasion de revenir sur tout ça. ouais. De manière brève, tu veux dire, t'expliquer un petit peu, quel est le concept du bouquin, Ouais, dans un c'est premier ça, oui. temps? Mm. Donc, le bouquin donc, il s'appelle «La conquête de LinkedIn» et la promesse, c'est, 10 étapes pour, déployer une stratégie marketing, bâtir une réputation forte et générer des prospects. Donc, de manière très succincte, l'objectif, c'est, d'embarquer le lecteur, pour qu'il atteigne son objectif, justement de devenir une référence sur son secteur grâce à la création de contenu sur LinkedIn et on va d'une quête à une autre, donc il y a 4 quêtes à traverser dans le livre. Commencer par trouver son positionnement, déployer une stratégie marketing, justement grâce à l'optimisation du profil, et à comment dire? À bien construire un réseau au service de son image, ses valeurs et son business. Et après la troisième étape, c'est justement de créer des contenus qui font mouche, donc savoir raconter des histoires captivantes et mémorables, écrire avec émotion. Et la dernière étape, c'est devenir la personne à être contactée, donc c'est-à-dire, ben, en sachant écrire avec sa personnalité et en installant une routine pour justement, avoir des résultats sur, le long terme. Ok, super, super projet. Et du coup, on va utiliser ça comme une parenthèse ouverte, comme une sorte de teasing. On reviendra un peu plus Ça tard marche. là-dessus. Et moi, j'aimerais d'abord faire le lien entre le Christopher enfant qui avait des rêves de médecin, puis finalement non, puis comptable, puis finalement non. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, les décisions que tu as prises
et qui font que, bah, alors enfant, tu aurais pas pu deviner que tu allais, Ouais, être coach LinkedIn, forcément, mais forcément, qu'est-ce ouais. qui t'a amené à prendre des décisions pour être là où tu es, aujourd'hui? Ouais. Bah, en fait, ces décisions-là se sont faites, surtout et on va dire entre guillemets, «malheureusement» par, de mauvaises expériences. Tu vois, on entend souvent, les «entrepreneurs» entre guillemets à succès dire que, ils ont vécu plein d'échecs, qu'ils ont fait pas mal d'erreurs et cetera. C'est ça qui les a aidés à se construire et à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Hem, c'est en partie un peu vrai parce que si tu veux, le fait de m'orienter en fait du entre médecin à comptable, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait faire pas mal d'études, et qu'en en avançant dans ces études-là, à l'école primaire et cetera, je me rendais compte que, j'aimais pas ça à l'école. Pourquoi? Bah, parce que, malheureusement, je suis pas tombé sur les les meilleurs, professeurs, les plus pédagogues possibles, qui m'ont peut-être moins donné goût, m'ont fait peur peut-être, avec, bah, le fait de faire plein d'études après par la suite. Et ce qui m'a fait passer après justement à comptable, c'est que, bah, j'ai adoré les mathématiques. Donc il y a quand même des professeurs qui m'ont fait adorer cette matière-là et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers ce domaine-là. Et lorsque je me suis orienté justement vers ces études pour devenir, comptable, en tout cas assistant de gestion, j'ai vécu une expérience, dans une entreprise, qui m'a totalement dégoûté de la gestion administrative et de la comptabilité et ce qui fait que, j'ai voulu absolument m'orienter vers un autre domaine et c'est là que, par itération, en voyant un petit peu les évolutions technologiques et en lisant pas mal de blogs, sur le voyage parce que, j'adore le voyage, j'adore voyager et j'adore, aussi voyager à travers les mots. Du coup, je lisais pas mal de blogs sur le voyage, après des blogs sur comment, construire un blog de voyage, après, comment construire un blog et cetera. Donc l'idée en fait, a commencé continuer à maturer pour, créer justement des sites internet et après petit à petit, j'ai créé mon propre blog et je me suis lancé dedans, voilà, à titre personnel et après je me suis reconverti en faisant, des études, vraiment marketing et web marketing et petit à petit, je suis tombé dans ce milieu. OK, c'est intéressant. J'aime bien moi écouter le parcours à chaque fois des entrepreneurs, parce que tu aperçois que, les choses se font pas en un claquement de doigts. Mmh. On a toujours ce rêve que, bah, tu vois, tu te projettes. Quand tu vois quelqu'un qui réussit ou en tout cas à qui tu te compares et ouais, tu te sens aligné, tu te dis: «Oh putain, j'aimerais bien», voilà, tu as cette projection, mais tu as pas toujours la projection du, bah, il faut le temps que ça se construise, quoi. Ça paraît simple, et clair et sympa à voir, en Mmh. face, mais derrière ça a demandé, souvent des années de changement dans ta tête, des petites décisions qui ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Heu, Aujourd'hui, est-ce que tu gères ta compta, du coup? Du coup, oui, parce que, ça va encore, c'est assez facile à gérer et puis, c'est pas ce qui me demande le plus de temps étant donné que, du coup, je l'ai fait, étant plus jeune. Je maîtrise les concepts donc, ça pour moi, c'est facile à faire donc, c'est sûr, c'est pas une tâche, qui est la plus excitante pour moi, mais après, au bout d'un certain moment, je déléguerai cette tâche, ça c'est sûr. Non, mais c'est Pour rigolo parce l'instant. que tu es un des premiers entrepreneurs, on va dire, qui a cette, casquette d'être capable de faire sa propre compta ou en tout cas, Ouais. même si ça lui plaît, moyen, enfin, tu vois, ça il peut ouais, il peut le faire, c'est pas une source d'horreur. Ouais, c'est pas, on va dire, la plus grosse friction de ma vie, tu vois? Oui, oui, non, mais je comprends, logique en même temps et il y a eu des décisions qui ont été un peu plus, difficiles à prendre, qui t'ont fait un peu hésiter ou ça a toujours été entre guillemets, «fluide», pas dans le sens Mmh. facile, mais dans le sens, logique? En fait, la décision qui a été la plus difficile, c'est justement quand, j'avais fait ces études-là pour devenir, comptable, en tout cas gestionnaire, hem et de changer du tout au tout parce que cette expérience-là m'avait un petit peu, on va dire, traumatisé. C'était de dire, heu: «Est-ce que je dois tout recommencer à zéro?» Tu vois, un peu ce syndrome des coûts irrécupérables où tu t'es tellement investi dans un projet que tu as pas envie de tout stopper maintenant et de devoir recommencer. Ça te crée un gros blocage psychologique,
de dire: «Bah, non, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien, je continue, je persévère, même si j'en ai plus l'envie» et du coup, c'est de se dire: «Non, tu t'écoutes, tu te réalignes, entre tes actes et tes pensées et tes valeurs et tu suis la voie, bah, qui te fait beaucoup plus vibrer» et c'était pas facile parce qu'à l'époque, bah, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'étais plus, chez mes parents, j'étais avec ma compagne et bah, je commençais à gagner de l'argent et j'avais un loyer à payer et là, du coup, il fallait que je bifurque vraiment sur une réorientation tout en gagnant de l'argent et cetera donc c'était un choix assez difficile mais du coup, j'ai préféré l'entreprendre et ce que j'ai fait, c'est que pour réellement gagner en compétences rapidement, j'ai décidé en fait de me mettre auto-entrepreneur et d'aller taper à toutes les portes, toutes les agences web qu'il y avait, à l'époque, en 2012, si je dis pas de bêtises, 2012-2013, pour, justement, me former. Donc en gros, c'était un deal, c'était, tu me formes et puis, moi je travaille pour toi. Et du coup, j'ai réussi à intégrer, une agence web qui a bien voulu accepter ce deal-là et j'ai été formé pendant 6 mois et grâce à ça, bah, j'ai pu, ça m'a servi de tremplin pour ensuite intégrer, une autre agence web à Rennes en alternance et pour, justement poursuivre mes études dans une autre voie et après, bah, avancer dans mon parcours. OK. Là, du coup, ça a été, résumé en mode, les décisions que tu as prises, mais je suppose que à vivre, ça a été quand même, ça a été un peu long quand même tout ça, ça a été un process? Ouais, ouais, clairement, ça a dû prendre, ça a pris un bon 6 mois, 1 an quand même de de réflexion, parce qu'au départ, voilà, enfin, toutes ces idées matures, mais entre le moment où tu te dis: «C'est bon, je me lance» et bah, tu as quand même ce blocage-là psychologique parce que, d'un côté, tu as envie et d'un autre côté, tu as super peur parce que l'inconnu fait peur. C'est vrai. Mais ouais, je voulais bien appuyer là-dessus parce que souvent, bah, les gens, on partage le parcours et tout ça. J'ai fait ci et puis après j'ai Mmh. fait ça et puis on voit ça comme des, genre des interrupteurs. J'ai basculé de ça à ça. Mais on Ouais, se rend pas compte que l'interrupteur, en fait, mais il met du temps, tu vois? 6 mois, il faut quand même que les gens ouais, se remémorent. Enfin 6 mois, c'est, quand tu te poses des exactement, ouais. questions, que tu veux changer, des choses dans ta vie et enfin c'est long, c'est long Mmh, et puis tu passes par plein d'étapes, émotionnelles, ouais, positives, négatives. Enfin voilà, c'est un peu c'est les c'est un peu montagnes ascenseur. russes Ouais. et ouais, c'est important de montrer que tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ont eu ces phases-là. Voilà, enfin c'est normal, c'est naturel, c'est humain Ouais. et j'ai envie de te dire, ça fait partie de la vie. Ah non, c'est clair, tu sais, quand tu entends souvent, bah, les gens dire, «Faut passer à l'action maintenant». En soi, c'est vrai, mais dans dans la pratique, tu passes pas à l'action du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, tu as toujours un moment où tu as ce facteur de blocage-là qui persiste, qui est douloureux et qui est là depuis un petit peu de temps. C'est pas du genre: «Ah ça y est, j'ai un problème, le jour même, je me sens pas bien et le lendemain j'agis». Enfin, c'est rarement comme ça. En tout cas, ça peut pas être comme ça sur toutes les décisions Oui, ouais, et rarement sur les plus grosses. voilà, voilà, c'est juste, c'est juste. Et et du coup, voilà, tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat et cetera, tu t'accompagnes pour LinkedIn et tout ça et Mmh, à quel moment tu as eu ce déclic de: «Oh bah tiens, si j'écrivais un livre?» Parce que ouais. moi, par exemple, je sais pas moi, quand j'ai voulu, faire un Ironman, Waouh! heu, effectivement, j'ai eu ce déclic un jour, en fait, je me suis mis au triathlon un petit peu et puis un Mmh, jour, chez beau papa et belle maman, je me suis dit: «Oh putain, mais c'est pas si compliqué que ça, je vais faire un Ironman». ouais. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic qui s'est fait assez rapidement, heu, mais toi, ça a été quoi en fait, tu étais dans quelles circonstances? Je sais pas, le jour où tu t'es dit: «Tiens, je vais faire un livre», comment c'était quoi Ouais. le process, hein? Alors, déjà, il faut savoir que, étant petit, comme je disais, j'avais des problèmes, tu vois, d'alignement des phrases et j'ai suivi des cours d'orthophoniste, jusqu'au collège et un tout petit peu au lycée. Donc tu vois, c'est il y a une quinzaine d'années et je me suis toujours dit, «Un jour, je réussirai à aligner correctement des phrases, je réussirai à donner envie aux gens de me lire et à transmettre une émotion». Et je me suis dit: «Peut-être qu'un jour j'écrirai un bouquin», mais tu vois, c'était plus encore dans l'idée du fantasme et de prouver en fait à moi-même et aux personnes, qui, justement,
me mettait un peu dans les bâtons dans les roues et qui se fout un peu de ma gueule parce que j'alignais pas correctement mes phrases, que je pourrais arriver à faire quelque chose qui peut sembler insensé, qui est à l'extrême opposé, c'est-à-dire avoir des gros problèmes en français et pouvoir écrire un bouquin. Et, et du coup, l'idée était toujours là en arrière-plan, jusqu'au mois de janvier 2020 où du coup Stanislas Leloup, donc, qui est le fondateur de Marketing Mania, qui était en train justement d'écrire son bouquin Votre empire dans un sac à dos avec la maison d'édition Erol, m'envoie un message pour me dire voilà, la maison d'édition est en train de chercher un spécialiste pour écrire un livre sur cette thématique-là. Voilà, j'ai pensé à toi et une autre personne, et puis il y a peut-être d'autres personnes qui ont pensé aussi à d'autres personnes. Enfin bref, voilà, il y a plusieurs professionnels qui sont sur ce projet. Et du coup, bon, voilà, je te mets en relation et puis tu fais ce que tu as à faire. Donc, à partir de là, j'ai été mis en relation et puis l'aventure a commencé. J'étais en mode de me dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Parce que je venais de lancer une chaîne YouTube, je voulais vraiment percer sur YouTube, accroître mon activité. Et de l'autre côté, j'avais cette opportunité-là qui ne pourra pas se représenter 2 ou 3 fois et je me suis dit: «Bah, c'est peut-être le bon moment», tu vois, pour me lancer dans l'écriture de ce livre-là. Voilà, j'étais un petit peu, tiraillé, à ce moment-là et je me suis dit: «Bon allez, banco, je mets en place un processus et une stratégie pour maintenir mes revenus tout en écrivant ce bouquin-là et l'aventure va être géniale. Je ne sais pas dans quoi je me lance, j'ai peur mais j'avance». C'est une bonne philosophie. Une coach qui m'avait dit ça. Si ça te fait peur, c'est que tu dois le faire. OK. Alors par contre, ouais, il y a certaines choses, ça fait vraiment peur mais je le ferai jamais, tu vois? Et je suppose que ça a été une belle aventure que d'écrire un livre avec, certainement des hauts, des bas et cetera. Ça t'a pris combien de temps cette, création entre, le moment où on va dire officiel où tu as été en contact et où, voilà, on lance l'aventure et puis, le moment où ça sort? Ouais. Alors j'ai été en contact en janvier, après j'ai envoyé mon projet de livre. Donc un projet de livre, il faut savoir que c'est un gros dossier et moi j'ai voulu le faire, de manière ultra complète. Donc c'était une quarantaine de pages. Hem Et après ce projet de livre-là, et qui a été accepté par le comité de direction de la maison d'édition, c'était en mars, si je dis pas de bêtises, février-mars. Et réellement, j'ai commencé à travailler sur mon plan, en mars. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, je compte sur les doigts, août. Ouais, ça m'a pris 6 mois, à partir du moment où j'ai écrit les premiers mots, de mon plan jusqu'à la remise du compus-crit, ce qu'ils appellent le compus-crit, donc c'est le bouquin relu, corrigé, à l'éditeur. OK. Donc 6 mois, ouais. Donc 6 mois, tu as passé, ton confinement à écrire. C'est ça, c'est ce que je disais à des amis et c'est que, vous êtes sortis du confinement le 11 mai. Moi, je suis sorti, c'était en décembre et là, on s'en retape un deuxième. C'était en septembre et là, on en a un autre. Donc 6 mois, ouais, tu vois, on en revient aux 6 mois, tu sais, comme tout à l'heure pour, pour changer, pour mettre en place Ouais, j'avoue. un changement important dans sa vie. Hem, tu en retires quoi principalement de cette aventure d'écriture? Alors moi, c'est du coup comme ouais, enfin, il y avait vraiment des hauts et des bas émotionnels. Donc ça m'a permis une grosse chose importante, c'est, de mieux m'organiser. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas le mieux organisé au monde, même si, tu vois, tu peux avoir un esprit un petit peu de comptable et se dire: débit, crédit, tu vois, c'est hyper structuré, hyper, architecturé. Hem, Moi, ça a permis de vraiment mieux m'organiser, dans ma tâche créative, heu d'aussi de conserver du temps pour l'énergie créative parce que je m'attendais pas à ce que ça soit, heu, autant, tu vois, énergivore, clairement. Et surtout parce que j'étais parti du principe que le livre, je pourrais l'écrire en un mois et demi. Je me C'était suis optimiste. Ah ouais, ouais, carrément. En gros, je me suis dit: «Bon, un livre, c'est 60 000 mots. Si j'écris en moyenne, 1 500 mots à peu près par jour, c'est bon, on a un mois et demi, le premier jet, du livre est écrit. Après, je fais une deuxième relecture et on va dire en 3 mois, le livre est fait, quoi».
Sauf que je me suis rendu compte, bien évidemment, au bout de 3 jours, que moi, non, j'écrivais très lentement, en fait. Écrire 1000 mots en one shot comme ça, de temps en temps, c'est possible, mais sur le long terme, en fait, c'est pas le cas. Et ce qui fait que, bah, j'étais plutôt en moyenne à 700-750 mots par jour, d'autres à 1600, d'autres à 250 mots. Et en fait, ça dépend vraiment de ton énergie du jour, mais l'important, c'est d'être régulier et chaque jour de poser, tu vois, une brique et la méthode des petits pas pour qu'au final, bah, arriver à un certain moment, au bout d'un mois et demi, tu dis: «Voilà, je suis arrivé à tant de pourcentage de l'écriture du livre». Ça te permet d'avoir un petit peu ce système de récompense qui est là en permanence pour t'encourager à écrire, parce que tu as personne qui va venir te dire: «Allez, Christopher, écris». En fait, tu es seul face à toi, face à ce projet, et tu dois t'auto-motiver. Donc après, il faut essayer de trouver des petits subterfuges, tu vois, psychologiques pour s'auto-motiver. Mais c'est Stan qui avait, parce que j'avais interviewé Stan aussi, qui avait utilisé cette technique Ouais. du pourcentage d'avancée pour se donner de. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, pour être honnête, je me suis clairement inspiré de ce qu'il a fait. C'est pour ça que quand je faisais au départ, je me suis dit: «Je pourrais le faire en un mois et demi», parce que lui, il était parti sur un mois, mais lui, il a pu plus ou moins tenir cette cadence. Moi, je dis: «Bon, bah, je suis pas un stan, faut être en cohérence avec soi-même». Moi, j'écris plus lentement, mais je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup plus lentement et qu'au final, au lieu de me prendre un mois et demi, moi, ça m'a pris littéralement 4 mois, en fait, à vraiment écrire ce livre. Ouais, et puis tous les mots n'ont pas le même poids dans le sens où il y a des mots qui viennent plus facilement parce que c'est des choses peut-être que tu as répété, répété, répété. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être beaucoup plus structurés, réfléchis avant parce que le concept est un peu plus neuf et donc tu mets Mmh. plus de temps pour écrire un même nombre de mots. Donc finalement, Ouais, ouais, c'est assez logique. ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça t'est venu d'où ce concept, le concept de ton livre, le fait de passer par ces quatre, t'as pas dit étapes, je sais plus le mot que tu as utilisé. Quête, ouais, Voilà, quête. quête, ouais. C'était quoi qu'est-ce qui t'a fait avoir cette idée, ce concept? Bah, en fait, si tu veux, j'ai acheté tous les bouquins, mais vraiment tous les bouquins, d'une part de la concurrence, et qui parlaient de LinkedIn, donc que ce soit sur le marché francophone, donc des bouquins français, canadiens, peu importe, et également sur le marché anglophone. Donc j'ai acheté tous les livres, j'ai lu tous ces livres-là, et ce que je me suis mis en tête, c'est que il faut que je fasse impérativement différent de tout ce qui existe sur le marché. D'une part pour me différencier, d'autre part parce que je suis un fou et que j'ai envie de me challenger, et encore d'autre part parce que la cible que je vise est différente aussi de la majorité des bouquins qui existent sur le marché. Généralement, ils s'adressent plutôt à des commerciaux, à des recruteurs ou à des chercheurs d'emploi, et que moi, le bouquin, il s'adresse plutôt, on va dire, à des créateurs de contenu, hem et orienté plutôt indépendants, et cetera. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie non plus de faire un bouquin qui est orienté tutoriel comme, ce qu'il y avait dans la plupart de ces bouquins-là, et dans la plupart des bouquins qui parlent de réseaux sociaux. Parce que généralement quand tu achètes un livre, c'est plutôt en mode tutoriel. On t'explique étape à étape comment, paramétrer un compte, comment utiliser les fonctionnalités, et cetera. Et le problème de ces bouquins-là, c'est que, bah, ils sont périssables. C'est-à-dire que tu lances ton livre et ça se peut que le mois d'après, ton livre ne vaut quasiment plus rien parce que l'apparence a totalement changé et un algorithme a fait que finalement tous les conseils que tu as mis dedans ne valent plus rien. Et là, c'était un petit peu aussi ma hantise d'écrire un bouquin, de passer autant d'efforts à écrire, sur un sujet pour que le livre ne vale plus rien dans 6 mois. Alors je me suis mis pour objectif d'écrire un livre qui soit intemporel, donc de donner des conseils et des approches, des concepts qui vont être perturbables dans le temps, peu importe si, la personne lit le livre demain, lit le livre dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Bon, le seul hic, c'est que si du jour au lendemain LinkedIn disparaît, bon, bah, mon livre à la conquête de LinkedIn, bah, on est à la conquête de plus grand chose parce que, la plateforme n'existe plus. Mais en tout cas, les concepts dedans, en fait, sont valables pour LinkedIn, mais aussi dans les autres aspects de notre activité. Ce qui fait que, les conseils sont valables pour tout créateur de contenu, en fait. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça a été le plus difficile de trouver un concept qui fasse que ton livre soit valable dans le temps? Ouais, bah, en fait, c'est pour ça que, pour reprendre un petit peu, l'idée que justement j'avais discuté à Stan, et lui, il avait mis à peu près 1 semaine pour écrire tout son plan. Donc avoir son idée, son concept, son fil conducteur sur le livre. Moi, littéralement, ça m'a pris plus d'1 mois, en fait, à faire un plan détaillé.
parce que je voulais justement trouver cette approche, cet angle unique qui est justement que le lecteur vive une aventure, en fait, une quête, et que, un petit peu comme une chasse au trésor, il aille d'une croix à l'autre sur la carte jusqu'à aller finalement à cette fameuse croix rouge, là où il a atteint son objectif. Et, du coup, vraiment, c'était ça l'idée, c'était vraiment de trouver cet angle unique d'écriture, euh, avec vraiment du storytelling et le mixer avec des conseils applicables et concrets. Ok. Bon, si jamais LinkedIn tombe, tu pourras faire la série à la conquête 2, à la Ouais, voilà, conquête de TikTok, à la conquête de... c'est trop ça. C'est trop ça. Et pour un peu, ça se peut que je tiens un concept de fou, mais je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Moi, j'aime bien, ça sonne bien, la conquête 2. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, la conquête de la Lune ou de Mars, mais bon, là, Ouais, c'est mais il y a Elon qui est déjà sur le sujet pour Mars. ouais, c'est clair. Ah, je vais le concurrencer, tu vas voir, je vais trouver une idée avec un bon Du concept. coup, ouais, en fait, finalement, ouais, ça a été un peu la partie délicate, de trouver ce plan détaillé. Après, en plus, c'est comme tout, hein. Quand on parle de plan pour un livre ou quand on parle de stratégie, quand tout est clair dans sa tête, c'est beaucoup plus facile de compléter les blancs. Mmh. Euh, et donc, du coup, ouais, je comprends que ça a pu être long pour que tu puisses trouver un truc qui soit assez différenciant, surtout sur un secteur où bah, tu peux vite te faire dépasser, un peu comme quand tu fais une formation sur Facebook. Bah, Ouais. quand elle est trop technique, bah, un an après, ils ont changé, donc ça marche plus. Mmh. Et à l'inverse, qu'est-ce qui était le plus simple? En tout cas, bah, tu pensais peut-être galérer sur certaines choses et finalement, ça s'est bien passé. Ouais, en fait, je pensais que j'aurais vraiment beaucoup plus galéré à trouver des idées de concepts, pour, illustrer mes propos ou pour aborder un sujet en lien avec LinkedIn et finalement, en fait, j'étais agréablement surpris que j'arrivais assez «facilement» entre guillemets à connecter les idées. C'est-à-dire, heu par exemple, pour te donner un exemple concret, j'avais envie d'expliquer un petit peu ce que c'était que le social selling, donc qui est, on va dire, l'art de se vendre sans se vendre sur les réseaux sociaux et je me dis: «Comment que je peux expliquer ce concept-là du social selling avec un exemple qui soit beaucoup plus parlant et qui ait une référence, qui soit assez lointaine?» pour, tu vois, montrer qu'un petit peu les choses ne changent pas et du coup, c'est là où tout de suite, j'ai percuté avec, le concept de la pyramide de conscience, d'Eugène Schwartz, où, justement, bah, on voit un petit peu le parcours client de la personne ne nous connaît pas à la personne nous connaît et comment on peut venir justement créer du contenu pour répondre à ces différents niveaux de conscience. Donc voilà un petit peu, Ok, pour schématiser. super. Mais moi, en tout cas, je trouve que le concept est vraiment sympa et bien mené. Donc, hâte de pouvoir le découvrir dans les bacs. Yes. Justement, tout à l'heure, tu me parlais d'organisation, que ça t'a appris à être mieux organisé parce que c'était peut-être pas inné à la base chez toi. Justement, allez, tu peux même me faire un avant et un après si tu veux. Ouais. Comment tu t'organises dans tes journées? Parce que bah, tu n'as pas de patron qui te dit tu dois venir à telle heure, etc. Donc, est-ce que tu as une méthode? Comment tu t'y prends? Que fais-tu de tes journées? Ouais, alors, typiquement, avant j'avais, la semaine qui précède, on va dire le dimanche, j'organisais, on va dire, mes tâches pour, la semaine qui suit. Et puis, la veille donc, par exemple, on est lundi et je dois savoir ce que je veux faire le mardi. La veille, je me renote rapidement, ce que je dois faire le lendemain. Donc ça me permet justement d'avoir une certaine organisation, en tout cas d'avancer sur, certaines tâches. Sauf ce que je faisais pas, c'était, de m'organiser de manière plus stratégique, c'est-à-dire de commencer par les tâches les plus importantes, et qui vont vraiment avoir un impact sur mon activité. Donc là, à partir du moment où justement j'étais dans la création du livre, je savais que ça allait me consommer énormément d'énergie créative. Il fallait impérativement que j'en fasse ma priorité numéro 1, ce qui fait que, bah, en gros, c'est le matin où, je consacrais vraiment mon énergie à l'écriture et après je mettais en place, on va dire, ma routine, classique, sur LinkedIn et mes autres activités
seulement à partir de l'après-midi. Donc j'étais en mode avion, pendant justement l'écriture du livre et après, on va dire que j'entamais les tâches qui étaient les moins importantes, parce que je savais que j'avais rempli la tâche la plus importante du jour. OK. Et est-ce que à la fin de l'écriture de ton livre, Mmh. tu as senti comme une sorte de vide, comme si tu avais l'impression de plus avoir beaucoup de choses à faire? Est-ce que tu as eu une période où, un peu comme, je sais pas moi, quand j'ai arrêté la télé il y a une dizaine d'années, bah, tu as des habitudes, puis tout d'un coup tu l'enlèves et fais: «Mais mince, qu'est-ce que je peux faire?» Ah ouais, je vois tout de suite ce que tu veux dire. En gros, c'est ça, à partir du moment où tu passes, plusieurs heures, sur, une grosse tâche et sur une tâche justement qui doit se répartir sur, plusieurs mois, une fois qu'elle est terminée, c'est vrai que ça fait une sorte de petit trou, de vide et limite de un peu comme, si tu étais addict, enfin une sorte de manque, parce que écrire tous les jours, bah, c'est quand même fatigant, faut le dire, sur le long terme, surtout quand c'est sur un projet dont tu vois pas encore totalement le bout. Heu et du coup, une fois que c'est terminé, c'est un petit peu comme quand tu fais un marathon, tu cours tous les jours, tu t'entraînes et au bout d'un moment, tu finis par prendre plaisir. Il y a une sorte de dopamine qui se crée dans le cerveau et après tu peux plus t'en passer et à partir du moment où justement j'ai arrêté d'écrire, il a fallu que je le compe par autre chose et du coup, bah, c'est aussi de continuer à écrire, mais à écrire pour d'autres projets, et à justement intensifier un petit peu, on va dire, l'écriture, sur d'autres carousels pour, justement gagner un peu de temps, dans mon planning éditorial. Hem et du coup d'avancer sur ces projets-là créatifs, vraiment le matin, en fait. Chose que je faisais pas nécessairement avant. Du coup, finalement, cette habitude que tu t'es obligé que tu t'es créé pour le livre, que tu as su, maintenir après, ça t'a finalement, fait gagner en productivité, sur la partie créative? Ouais, clairement. Clairement, parce que la créativité, enfin, clairement, c'est un muscle. Si tu t'entraînes pas chaque jour, au bout d'un moment, on va dire, ça percute beaucoup moins vite. Et le fait d'écrire tous les jours, ça m'a aidé justement à creuser davantage dans des sujets, à connecter plus facilement les idées et à pouvoir justement bah, écrire aussi beaucoup plus vite. Même si, on va dire, globalement, j'avais un certain rythme qui était d'écrire environ 700 mots par jour, je savais qu'au bout de, par exemple, 3 mois d'écriture, ces 700 mots, en fait, je peinais beaucoup moins à les écrire et surtout que je passais moins de temps, en fait, à devoir me relire sur ce que j'avais écrit. Oui, oui, mais comme tu as dit, hein, c'est comme le sport, c'est un muscle et Mmh. on finit par, on finit par prendre l'habitude et puis bah, ça devient une routine et on devient de plus en plus, efficace, comme tu le disais tout à l'heure avec la course à pied. Même Mmh. si moi, bizarrement, tu vois, je fais de la course à pied depuis pas mal de temps, on va dire une 5 années, 4, 5, 6 ans, je sais plus. Ouais. Et beh, bizarrement, j'ai pas toujours cette envie de courir, hein, là, il y a beaucoup de séances que je fais, je les apprécie pas, mais elles me font Ouais. progresser et c'est souvent quand je fais des pauses, mais genre, quand je dis des pauses, c'est genre, au lieu de faire 3 séances dans la semaine, je vais en faire qu'une seule et du coup, il va y avoir, je sais pas, 4, 5, 6 jours entre les 2 et là, il va y avoir effectivement cette envie de c'est un peu bizarre à expliquer, mais tu es dans la rue en train de marcher, tu es en jean avec tes enfants et putain, mais j'ai envie de courir là. Voilà, Tu donc laisses tes enfants sur le côté et tu c'est pars. vrai, j'ai pars courir. Bon non, finalement je l'ai pas fait, mais en général, le jour même ou le lendemain, j'enfile les baskets et je Ouais. repars. C'est Mais juste que ouais, tu as envie de courir ou tu as pas un petit effet de culpabilité de dire: «Ah, j'ai pas couru, il faudrait que j'aille courir». C'est vraiment une ah non, non, envie non, c'est plus vraiment une c'est vraiment une envie. envie, ouais, ouais. Mmh. C'est là, tu sais pas pourquoi, mais tu as envie de courir. Alors souvent, c'est un cumul de plusieurs choses. Ça peut être, tu vois, il y a un rayon de soleil, tu pas couru pendant 4, 5 jours, donc du coup, ton corps est complètement reposé Ouais. et je sais pas, tu te sens un peu libre et enfin bref, tu as envie, ouais, il y a des moments comme ça où tout est aligné. Mais c'était juste pour dire que Excellent. c'est pas toujours vrai que, ouais, quand Mmh. tu cours dans un objectif de t'améliorer, c'est pas toujours agréable. Ah ouais, ouais, c'est clair. Bah, ça dépend après, ouais,
on va dire, c'est un certain facteur. C'est vrai que, typiquement, moi, si je me mettais, à faire un sport que j'aime pas particulièrement, tu vois? Si, je devais faire, de la musculation, tous les jours, je suis pas sûr que, au bout de 2 mois, voilà, ça me donne envie de le faire vraiment tous les jours, quoi. Parce que déjà, de base, c'est pas quelque chose qui me donne particulièrement envie, quoi. Oui, je comprends, mais Mmh. en tout cas, le principe est vrai, c'est que le Mmh. sport, comme d'autres choses, a tendance à sécréter de la dopamine et tu Ouais. as besoin, tu commences à avoir, cette envie, ce besoin de te défouler, de faire un truc Mmh. et exact. Hem, est-ce que dans ton quotidien, tu fais appel à des prestataires? Alors, tu délègues pas la compta visiblement, tu le fais Mmh. encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, délègues? Pour l'instant, non, je délègue rien du tout. Heu, parce que j'en ai pas encore besoin par rapport à mon niveau d'activité actuel. Mais dans un futur proche, je pense que, ouais, d'une part, je délèguerai cette partie comptabilité, et je pense que si je peux aussi déléguer d'autres parties, tu vois, qui m'excitent beaucoup moins, notamment, lorsque je vais relancer la chaîne YouTube, ça sera de déléguer la partie montage. C'est quelque chose que, voilà, qui me fait pas du tout vibrer, passer du temps à monter vidéo, c'est moi, ça me barbe. Mais voilà, si je peux aussi après déléguer la partie, tu vois, mise en page d'un carrousel, ça serait vraiment pas mal. Donc il faut juste que je reprocessise bien les choses pour que ça soit plus facile aussi à déléguer derrière. Ouais, OK, je comprends bien le truc. Tu es encore en mode, solopreneur où tout est gérable, Oui, à avec une seule personne ouais. et mais c'est vrai que quand tu commences à déléguer, beh, tu viens encore amplifier le côté, productivité sur la créativité parce que tu te décharges de plein de choses, de plein de choses qui te prennent, du temps et c'est vrai que le montage c'est vite chronophage, hein. Même pour Ah ceux ouais, qui aiment c'est bien, clair. c'est quand même ça prend un petit peu de temps. Ouais, Alors c'est clair. moi, je le fais plus trop moi le montage, mais en tout cas, ouais, pour en avoir fait, ça fait du temps prend du temps. Tu t'imagines comment d'ici, 10 ans, 20 ans, à part avoir écrit la suite de À la conquête de À la LinkedIn? conquête. Ah bah, je pense à au moins 18 bouquins d'À la conquête et on va juste rajouter un adjectif derrière. Non, non, d'ici, 5 à 10 ans, bah, franchement, pourquoi pas écrire un second bouquin? Je sais pas OK. sur quelle thématique, mais Mmh. peut-être écrire un second bouquin. Déjà, on va voir justement, quel accueil, il aura. Et après, pourquoi pas monter une équipe? C'est-à-dire, bah, accroître l'activité et pouvoir monter une équipe et avoir, on va dire, un projet qui ait un impact, et à plus grande envergure. OK et ça sera quoi le déclic pour aller vers cette voie-là? Bah, déjà, apprendre, moi, à faire confiance, aux autres et à pouvoir déléguer parce que j'ai cette fâcheuse tendance de devoir un peu trop contrôler, parce que je suis quelqu'un qui est un peu trop perfectionniste et j'aime bien quand les choses sont ultra calées. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à faire confiance aux autres, à déléguer, tu vois, certaines tâches. Je pense que la partie créative, je ne déléguerai pas parce que c'est trop précieux, mais tout ce qui peut être délégué, la recherche d'informations, le montage, la mise en page et cetera, voilà. Et du coup, bah, après, pouvoir, voilà, travailler avec des personnes, transmettre mon savoir, et c'est ça que j'apprécie vraiment, c'est transmettre les choses et 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 voilà. OK. Est-ce que tu savais que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est quand même subjectif, Mmh. qui du coup est propre, à toi? En fait, je m'en suis fait, C'est une question de la perception. réflexion parce que moi aussi j'ai un petit peu ce côté perfectionniste. En plus, j'aime bien tout ce qui est un peu design, tout ce qui va faire, où mon image va intervenir. J'aime Mmh. bien que ça soit propre et cetera Ouais. et pour autant, je délègue beaucoup aujourd'hui et je me suis aperçu qu'il y a d'autres gens qui sont perfectionnistes. C'est juste qu'ils vont être perfectionnistes différemment. Ils vont voir, Mmh. les choses d'un autre point de vue que soi et au début, on voit ça comme quelque chose de gênant parce que ça vient empiéter sur la vision, nous, qu'on a éventuellement parfaite de notre entreprise. Mmh. Mais au final, on s'aperçoit que ça vient enrichir parce que du coup, ils viennent apporter d'autres idées et ils ont leur perfectionnisme à eux. Alors OK, c'est pas fait comme toi, tu l'avais imaginé à la base, mais c'est comme tout, on finit par s'habituer. C'est comme, Mmh. Coluche qui disait, «Serrez-vous la ceinture encore 5 ans et après vous serez habitués». Mais c'est un peu le même principe. J'adore. Tu travailles Ouais. avec d'autres personnes qui travaillent différemment, mais à partir du moment où tu trouves des profils de gens qui sont, impliqués dans ce qu'ils font, ils vont faire différemment, mais tu finis par lâcher prise. Donc Mmh.
ça se passe bien en général, la transition. Alors, elle se passe comme pour tout à l'heure, hein, elle se passe pas en un En un claquement claquement de de doigts. doigts. Elle se fait sur plusieurs mois, mais voilà, c'est un truc qui se passe bien quand même. Bah, c'est Euh, intéressant, ouais, d'avoir ton point de vue à ce sujet. Ça me permettra moi aussi de prendre un peu du recul là-dessus et de lâcher un peu le lest, quoi. mais pas forcément évident, je Ouais. comprends parfaitement. Euh, on arrive sur la fin de cette interview, donc bon, les gens sont pas bêtes, ils savent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, mais pour la forme, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors il peut me retrouver, sur LinkedIn en tapant Christopher Python, donc c'est un petit gars dans un rond jaune. Sinon sur mon site internet, christopherpython.com et il y aura toutes les informations, sur le site. Ok. Tu sais que tu m'aurais surpris si tu m'avais dit bah, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Cricri44 sur TikTok. Peut-être sur un Skyblog, qui sait? Non, donc du coup, ok, c'est cohérent. Ok, Ouais. pas de souci. Euh, Excellent. est-ce, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je fasse ma dernière question de clôture? Ouais, bah, peut-être que j'espère que ça répondra pas à ta question de clôture. Il y a quelque chose que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que, nous sommes tous des apprentis en constante progression. Voilà, je laisserai les gens réfléchir sur cette phrase. Vas-y, répète-la pour bien que les gens l'entendent. Nous sommes tous des apprentis en constante progression. Super, c'est une belle phrase. C'est beau, Je hein? vais quand même faire ma question de conclusion, même si cette phrase pourrait terminer l'interview. Eh mince! Euh, J'aimerais bien savoir si tu avais un super pouvoir, Ouais. lequel tu aurais, lequel tu aimerais avoir. Si j'avais un super pouvoir, lequel ce serait? Ça va peut-être paraître, un peu bateau, ce que je veux dire, mais j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de pauvreté et qu'en France, on est quand même bien lotis, même s'il y en a beaucoup qui se plaignent et si j'avais ce pouvoir-là, ça serait en un coup de baguette magique de pouvoir, faire en sorte que tous les enfants que je voyais dans la rue qui malheureusement, avaient des vêtements déchirés ou qui mangeaient pas à leur faim, en gros qui n'aient pas à souffrir, qui ne voient pas en gros tout on va dire toute cette haine et puis ce désarroi, quoi.